Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. La guerre vous empêchera de vous libérer. Malgré la rapidité avec laquelle peut ainsi s'accomplir la plus importante révolution de tous les temps, un grand danger continue à vous menacer, celui d'ailleurs que vous avez pressenti d'instinct et contre lequel vous êtes en train de vous préparer violemment. Tous les États de l'Europe préparent soigneusement une guerre. Et, ce qui est un symptôme plus grave que l'entassement du matériel et des munitions, de nouveaux mots d'ordre tout frais sont trouvés. De nombreux écrivains portent déjà le clairon en sautoir. Les plus impatients ou les mieux payés nous charment déjà de plus de sonneries qu'on ne pouvait décemment en entendre d'eux. Une malheureuse jeunesse les écoute bouche bée, prête à les servir en portant les flambeaux de leur propre bûcher. Rien n'a pu épargner à cette nouvelle génération de force et d'enthousiasme le sort que notre génération a suivi. On a facilement trouvé des hommes pour la trahir. On les a naturellement trouvés parmi ceux qui parlaient le plus souvent de grandeur, d'idéal, d'humanité, d'héroïsme, de paix. Cette jeunesse, capable de réaliser les constructions les plus utiles, on va de nouveau l'employer dans les dépenses d'une guerre inutile. Elle y consent. Elle enchante de désir. Sous les couvertures de ses lits, prêts à s'ouvrir pour l'amour, elle imite sourdement avec sa bouche le bombardement des canons. Elle se grise d'images de victoire. Les journaux apportent tous les matins un stock de ces images types et un contingent de motifs de haine directement utilisables. Les poètes de la mort préparent les fosses et les croix. Le travail est très avancé. On est déjà arrivé à faire désirer aux épouses ce délicieux moment du petit matin où le facteur apporte la note de condoléance de la mairie. Mort au champ d'honneur. Des parfumeurs préparent le phare discret, veuvage de héros. Des femmes se font chiennes à soldats. Tout est prêt. Les 2/3 des hommes ne peuvent plus rester seuls avec eux-mêmes sans faire les gestes de sabrer, de trouer, de tirer et de lâcher des bombes sur les villes, d'imaginer le carnage de ses ennemis, de se complaire dans des sortes de sinistres amours solitaires, avec l'imagination de villes entières brûlées, de gaz et d'épandages sur les champs du monde entier, d'un épais engrais de corps entrépaillés. Une littérature spéciale, plus basse que la pornographie, permet au plus petit manœuvre écrasé de travail de devenir en lui-même un cavalier de Reichshoffen. On lui vante les aises du cheval, l'allégresse de l'air vif de la charge, l'élégance des buffleries, le discret parfum de poudre à canon, l'aristocratique blessure au front. Il a le choix, par surcroît, entre sa mort héroïque, adossée contre un arbre, dans une paisible agonie, entouré d'historiens prêts à recueillir ses importantes dernières paroles, et sa guérison quand, affaibli et tout pâle, il sera présenté aux acclamations des peuples assemblés. Les temps modernes ont accablé les hommes d'un travail si terrible, ils les tiennent dans un esclavage si total, qu'ils sont avidement prêts à accueillir n'importe quelle libération, n'importe quelle promesse de gloire. Les hommes ne peuvent plus voir ce qu'ils voient. Ils ne voient plus que ce qu'ils désirent. Ils ne voient plus qu'il n'y a pas de héros, que les morts sont tout de suite oubliés, que les soldats sont cocus, qu'il ne reste plus après les guerres que des manchots, des boiteux, des culs de jatte et des visages affreux dont les femmes se détournent, qu'après la guerre, celui qui vit, c'est celui qui n'a pas fait la guerre, qu'après la guerre, tout le monde oublie la guerre, et ceux qui l'ont faite. Ils ne voient que ce qu'ils désirent, et des écrivains spéciaux leur disent tous les jours ce qu'ils désirent. Cette littérature d'affiches d'engagement est maintenant bien payée, abondante, elle ruisselle de partout. Tout est prêt, on marque le pas, les jambes marchent, les yeux sont fixés droit devant, il ne manque plus que le léger souffle de voix pour que tout s'ébranle. Nouveau massacre paysan en perspective. Évidemment, c'est le plus beau massacre de paysans qu'on ait jamais préparé. Après les premiers mois de guerre, on triera soigneusement dans les unités combattantes tous les ouvriers qui par hasard y sont encore, et on les enverra à l'usine de guerre où ils sont indispensables. Les écrivains qui vous ont poussé dans le massacre, ne vous en faites pas.
ou bien ils sont dans des endroits où l'héroïsme est facile, et ils se sont soigneusement assurés d'être leurs propres historiens, ou bien magiquement évaporés en fumée, ils conservent un père à leurs enfants. Ils ont, pour la plupart, dépassé l'âge de combattre, et par surcroît assez de hernie, d'entérite et de renvoi gazeux pour se faire exclure du jeu. On le leur accorde avec d'autant plus d'aisance qu'il faut continuer la publicité. Vous ne tardez pas à vous trouver seul, paysan, d'un bout à l'autre de la ligne, paysan en face de la ligne et d'un bout à l'autre aussi. Vous avez toujours fait les guerres tout seul. Les monuments aux morts qu'on a élevés dans tous les villages, après la guerre de 1914, ont une grande utilité. On les trouve laids. Je ne vois jamais leur laideur. Quand je marche à travers la campagne de village en village, j'écoute la grande voix véridique des monuments aux morts. Comptez les noms et regardez la petite poignée de maisons serrées autour de cette tombe sans cadavre. Car que voulez-vous qu'on vous dise? Il est absolument indispensable que l'ouvrier fasse des obus, et des canons, et des fusils, et des cartouches, et qu'il travaille aux cellules des avions, et qu'il construise des bateaux de guerre. La grenade qu'on vous met dans les mains, pour que vous la balanciez sur la gueule du paysan d'en face, il faut bien que l'ouvrier soit à son usine pour la faire, et bien vous la remplir de poudre. Si vous étiez là les mains vides, si l'autre là-bas qui s'affronte à vous restait les mains vides, vous seriez peut-être tenté de vous servir de ses mains pour vous manifester le plaisir que vous avez en fin de compte à faire connaissance mutuelle, à vous serrer la main. Ne vous inquiétez pas, vous dit la patrie, les ouvriers sont là, et ils en mettent un bon coup, ils ne s'arrêteront pas de vous remplir les mains de grenades. Allez-y, vous y allez, et vous êtes les seuls à y aller. Les paysans peuvent arrêter toutes les guerres. Comment est-il possible que vous, les hommes essentiels, on puisse faire si bon marché de votre vie et vous massacrer ainsi largement sans crainte, vous et vos enfants? D'abord, parce que du temps où vous faites 600 000 kilos de blé quand il ne vous en faut que 1200, l'État constitue des réserves de guerre qui lui permettent pendant un certain temps de se passer totalement de vos services paysans. Ensuite, parce que, dès que les réserves sont épuisées, les paysannes, vos femmes, vos mères, vos sœurs et les jeunes enfants paysans, qui sont des hommes à 13 ans, labourent, sèment, font du blé aussi facilement, aussi largement que vous-même. Pourtant, la paysanne n'est jamais une chienne à soldat. Elle aime, elle est profondément pacifique. Elle hurle comme une bête fauve quand son mari ou son fils est tué. Elle insulte la patrie. Souvent, la douleur la tue comme une maladie. Elle ne s'en relève pas. Les opiums patriotiques ne peuvent pas l'endormir. Elle est insensible aux savants anesthésiants. Elle se tord de douleur dans son lit solitaire, et elle meurt en maudissant la terre qui l'a portée. Elle n'est pas cornélienne. Elle est naturelle et humaine. Elle peut empêcher la guerre si elle veut. Il faut que le paysan soit aussi indispensable au champ que l'ouvrier à l'usine. La paysanne doit refuser d'être la remplaçante. Dès le début de la guerre, elle doit détruire ses stocks de blé et ne garder strictement que ce qui est nécessaire à sa vie, à elle, et à la vie de ses enfants qui sont avec elle. Il n'y a pas besoin de le faire ostensiblement. La révolte ouverte attire les gendarmes. Non, il suffit simplement d'aller enterrer le blé en trop dans le fumier. Il faut cacher le reste. Quand la réquisition passe, le grenier est vide. Une fois votre homme arraché de votre famille, pour l'usage de la guerre, rendez votre homme indispensable à ses champs. Ne cultivez plus que le petit morceau de terre qui vous fera vivre, vous et vos enfants. Plus encore que d'or et de poudre, la guerre a besoin de pain. La grenade que fait l'ouvrier ne sert qu'aux soldats, mais le pain sert à la fois aux soldats, à l'ouvrier, au général, au ministre, au dictateur, si puissant qu'il soit. Allons, paysannes du monde entier, éclairez un peu ce sombre abattoir où l'on égorge vos hommes. Pourquoi continueriez-vous à fournir du pain à leurs bouchers? Vous avez la famine à votre disposition. Affamez les parlements et les états-majors, jusqu'à ce qu'il soit indispensable de renvoyer vos hommes aux champs, comme on a renvoyé les ouvriers à l'usine. Et si après qu'on aura tiré ces deux sortes d'hommes hors de la bataille, il reste encore des guerriers pour se battre, laissez-les se battre. Cela, plus on en tue, mieux ça vaut pour tous, pour eux qui y prennent plaisir, et pour nous que ça débarrasse.
Mais vous pouvez sauver vos hommes plus tôt encore. Vous pouvez même empêcher qu'on pense à la guerre. Vous qui ne savez pas écrire, vous pouvez écrire la phrase la plus puissante et la plus noble de tous les temps. Les paysannes sous-signées s'engagent en cas de guerre à détruire le stock de blé qui sera en leur possession et à ne plus cultiver la terre que pour leur propre nourriture. Engagez-vous dans la croisade de la pauvreté contre la richesse de guerre. Vos plus beaux chevaux de bataille sont vos chevaux de labour, vos charges héroïques se font pas à pas dans les sillons, votre bouclier a la rondeur de toute la terre. Se guérir de la peste n'est pas retourner en arrière, c'est retourner à la santé, c'est se retirer du mal. L'intelligence est de se retirer du mal. Briançon-les-Querelles, 16 août 1938.